Alors, ce que vous avez l'habitude de voir sur les marchés financiers, c'est plutôt ce type de graphique avec des bougies japonaises que tout le monde connaît. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt des choses qui ressemblent à des rotations de lettres comme ça. Donc A, B, C, D, qui peuvent soit se mettre en groupe de lettres, soit se déployer pour voir la fin, le début, les plus hauts, les plus bas des rotations de lettres. Donc là, je vous présente sur ce slide un graphique type du market profile. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? On peut y trouver ce qu'on appelle la VAL, donc c'est un trait horizontal comme ça. La VAH, d'accord, pour Value Area Haute, Value Area Low en anglais. Le POC, d'accord. L'ouverture du marché. L'initial balance, donc l'initial balance, c'est les deux premières rotations de lettres, la première heure de cotation du marché. Alors, c'est quoi cette VAL et c'est quoi cette VAH? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, cette VAL et cette VAH, c'est ce qu'on appelle la zone de valeur. D'accord? Ça représente, en fait, le groupe de lettres où il y a eu 70% des échanges qui ont été faits sur le marché. D'accord? Et le POC, c'est le prix qui a été le plus échangé par le marché. On verra par la suite l'intérêt de cette zone de valeur. Pour l'instant, c'est juste pour vous présenter un petit peu ce qu'on trouve sur le graphique Market Profile. Définition, le Market Profile est représenté par des lettres. Donc, on a vu des rotations de lettres. Une impression de lettre est faite toutes les 30 minutes. Chaque lettre porte le nom de TPO, Time Price Opportunity. Chaque prix touché durant 30 minutes aura donc la même impression de lettre. Ça veut dire que si, par exemple, ici, on touche les 4380, les 81, les 82 durant 30 minutes, on va inscrire la même lettre durant 30 minutes sur la rotation de lettres du prix touché. Petit lexique du market profile. Donc, comme je l'ai dit sur le graphique précédemment, qu'est-ce qu'on trouve sur un graphique Market Profile? Donc là, j'ai pris une capture d'écran de l'outil que j'utilise, notamment Sirachart, de la plateforme que j'utilise. Donc on voit ici l'initial balance, c'est le trait vertical turquoise qui représente la première heure de cotation du marché, rotation A et B sur les rotations de lettres. On trouve une VAH, donc une zone de valeur haute, une VAL, une zone de valeur basse. Ça représente ça 70% des échanges, d'accord? Et quand le marché se trouvera là-dedans, on dira, vous allez voir après, qu'il est en équilibre, ce marché. Ensuite, on trouve le POC, le Point of Control. Donc, c'est là où vous voyez, il y a le plus de rotation de lettres. C'est le prix le plus échangé. Le POC volume, d'accord? Ici, c'est la même chose. C'est la VAH volume, la VAL volume. Donc, à peu près la même chose que les TPO, sauf que là, on extrait le temps et on prend en compte que les volumes de contrats échangés. Et puis ensuite, là, c'est du volume à droite, mais c'est surtout ça qui nous intéresse dans le graphique Market Profile. Plan de présentation. Donc, on va voir durant ce webinaire la notion d'acceptation et de rejet au Market Profile, qui est très importante pour comprendre quand est-ce qu'il y a un changement de contexte, notamment. On va voir la notion d'équilibre et de déséquilibre aussi. Pourquoi? Parce que quand on va être dans un marché équilibré, on va plutôt avoir tendance à trader les zones de range, donc c'est-à-dire un marché où on pourra être contrariant, trader les supports, les résistances, et quand le marché va être déséquilibré, on va plutôt s'orienter vers un trading de flux. D'accord? Les différents types d'open qu'on peut trouver au market profile, les différents types de journées classiques. D'accord? On rentrera, on va survoler un petit peu tout ça. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que sinon, c'est un webinaire qui pourrait prendre une journée. Mais on va essayer de vous donner quelques notions, en tous les cas, de market profile. Alors, la notion d'acceptation et de rejet. Principe de l'acceptation dans un graphique market profile.
Et ben dans un graphique market profile, ce qui va nous donner en fait l'acceptation ou le rejet d'une zone, c'est le nombre de lettres qu'on inscrit. Une double impression de lettres au TPO confirme une acceptation. En d'autres termes, pour confirmer l'acceptation, on doit avoir au minimum 2 épaisseurs de TPO, c'est-à-dire 2 rotations de lettres. Ça veut dire que par exemple ici, j'ai une VAH, une VAL. Si j'ai une seule impression de lettres et je sors de la zone de valeur, ça veut dire que je rejette cette zone de valeur. A contrario, si je mets deux rotations de lettres ici dans cette zone de valeur, ça veut dire que j'accepte la zone de valeur. A contrario, la notion de rejet, donc comme je l'expliquais à l'instant, est indiquée par une simple lettre au TPO. Vous voyez que par exemple ici, on rejette la zone de valeur. On a mis une rotation de A, on a créé des initiatives, ce qu'on appelle au market profile, qui ont chassé les prix de la zone de valeur. Ça veut dire que là, concrètement, le marché nous envoie un signal, les institutionnels nous envoient un signal qu'on ne veut pas coter le range d'hier, d'accord, la zone de valeur d'hier. Donc, hier, on représentait 70% des échanges ici, et aujourd'hui, on veut coter un prix différent. On déséquilibre le marché, et donc, vous voyez le marché qui part à la baisse avec une notion de déséquilibre qu'on verra par la suite. Ce qui sous-entend qu'un niveau qui serait dépassé par une seule impression de lettre ne serait pas considéré comme franchi ou cassé. Ainsi, un marché qui ouvre dans un range et qui construit qu'une seule impression de lettre au TPO dans le range, puis sort de celui-ci, indique que ce range est rejeté. Donc là, la zone de valeur, elle est rejetée. On n'a mis qu'une seule lettre, on chasse les prix et on casse le niveau de la zone de valeur avec 2 rotations de lettres. On confirme la cassure de la zone de valeur. Ok ? Très important, cette notion d'acceptation et de rejet du marché pour voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on va avoir un changement de contexte au market profile. D'accord ? Parce qu'on va trader les changements de contexte, en fait. La notion d'équilibre et de déséquilibre. Il est très important pour un day trader de comprendre la notion d'équilibre et de déséquilibre. Le prix est-il équilibré ou déséquilibré ? Dans la majeure partie des cas, si le marché se situe à l'intérieur de la valeur, il reste en équilibre et explore dans la fourchette de valeur. Mais si le marché est en déséquilibre, il dérivera souvent vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête, ce qui se situe généralement à l'intérieur d'une zone de valeur précédente. La notion de déséquilibre intervient lorsque le marché rejette une zone de valeur ou un range. Cette notion permettra à un trader de trader un flux directionnel ou de faire un trading de range plutôt sur support, résistance, comme vous l'appelez au chartisme. D'accord ? Donc cette notion de déséquilibre, ça va être, je peux vous faire un petit schéma, d'accord ? Pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, par exemple, si j'ai une ouverture, donc ça, c'est mon profil avec ma zone de valeur, d'accord ? ZV, VAH, VAL. J'ouvre ici et je mets 2 rotations de lettres ici. Donc ça veut dire quoi ? On l'a vu précédemment que j'accepte ma zone de valeur précédente, d'accord ? Je vais plutôt avoir tendance, d'accord, à rester en équilibre, à préserver cet équilibre. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas casser une zone en cours de séance, mais ça veut dire que quand le marché va venir sur le haut ou le bas de l'équilibre, il va avoir tendance, dans un premier temps, à le protéger, à le défendre. D'accord ? Donc, par exemple, typiquement ici, si on a une rotation de lettres, donc ça c'est le profil d'hier, yesterday profil, et ça c'est today, et on met 2 rotations de lettres à l'ouverture, on accepte les prix d'hier, là où se sont échangés 70% des échanges. Et donc, si on reste là-dedans, dans un premier temps, qu'est-ce que pourrait être notre idée de trading ? Ça pourrait être de vendre ici, en zone premium, et d'acheter ici. D'accord ? Tout simplement. Donc, ça va nous donner, l'intérêt du market profile, c'est de nous donner aussi des zones précises et quand il y a un changement de contexte dans le marché. C'est-à-dire que si on casse ici, on sort de l'équilibre d'hier et du coup,
peut-être que s'il y a un pullback et qu'on repart, on va plutôt tendance à avoir payé le marché puisqu'on sort de cette zone d'équilibre. D'accord? Donc le marché finit par rejeter cette zone de valeur où il y a eu 70%, je vous le rappelle, des échanges la veille. Il est très important donc pour un day trader de comprendre cette notion d'équilibre et de déséquilibre puisqu'on va adapter notre trading en conséquence et quand on va être dans un marché équilibré, on va pouvoir faire un trading contrariant et à contrario, quand on va avoir un marché déséquilibré, plutôt un trading de flux où on va adapter et peut-être renforcer des positions. D'accord ? Le prix est-il équilibré ou déséquilibré? Dans la majeure partie des cas, si le marché se situe à l'intérieur de la valeur, donc c'est ce qu'on a vu, il reste en équilibre et explore une fourchette dans cette zone de valeur. Mais si le marché est en déséquilibre, il dérivera souvent vers le haut ou le bas, jusqu'à ce qu'il s'arrête, jusqu'à ce qu'il se situe généralement à l'intérieur de la zone de valeur précédente. D'accord? Donc, bien comprendre cette notion, parce que je vois beaucoup de traders qui sont bons dans les marchés en range, et puis, dès qu'on part en déséquilibre, en fait, ils ne comprennent pas. Ils vendent des résistances, mais les résistances cassent, d'accord? Et souvent reperdent leurs gains en trading. Donc, il est bien très important de comprendre cette notion d'équilibre et de déséquilibre pour pouvoir adapter son trading en conséquence. Alors, ici, je vous ai mis un peu un exemple de marché équilibré. Donc là, ici, un marché où A et B restent dans la zone de valeur et vous voyez que on revient chercher la zone de valeur haute, la zone de valeur basse et on reste là-dedans. A contrario, dans un marché déséquilibré, donc c'est ce qui va nous intéresser au market profile, c'est toujours de regarder la session précédente, que ce soit sur du jour précédent, de la semaine précédente, du mois précédent, du trimestre précédent, etc. Après, on peut faire de l'année, mais on ne va pas trader tous les jours dans ce cas-là. OK ? Donc ici, par contre, on a un prix qui a rejeté, on l'a vu ce qui était le rejet précédemment, qui a rejeté cette zone de valeur. D'accord ? Et vous voyez un marché qui devient donc directionnel, avec une extension de l'initial balance par le bas. Les différents types d'open, donc en fonction de cette configuration de marché au market profile, on va trouver des ouvertures types, d'accord? Donc au market profile, il y a surtout sur les indices, par exemple, on va avoir, par exemple, plusieurs scénarios possibles. Donc là, c'est la séance de la veille, d'accord? Ça, c'est ce que je vais appeler tout le range, donc c'est tout le TPO, et ça, la zone de valeur. Quel scénario on peut avoir à l'open cash si on veut concentrer notre trading sur l'open, par exemple? On peut trader et on peut ouvrir ici dans la zone de valeur. D'accord? Donc, le scénario, il y a différents types de scénarios qui vont en résulter par rapport à ça, puisqu'à l'ouverture, soit on va avoir un trading sur les premières lettres où on va chasser les prix de la zone de valeur, ce qu'on appelle un open value rejet, d'accord? Et ça va être un type d'open adapté à cet open value rejet, c'est-à-dire que le market profile nous donne des règles et on sait que si sur la première lettre, on sort de la zone de valeur et qu'on confirme par une deuxième lettre, d'accord, et on va être en rejet de value. Et on va s'attendre en rejet de value à tel ou tel type d'open, d'accord? Par exemple, en l'occurrence, sur un open value rejet, on attend un rejection reverse. C'est un type d'open au market profile, donc on va pouvoir trader cette ouverture de marché. Et là, il y a quelques abonnés à moi qui sont dans la salle qui comprennent bien ce que je fais à l'ouverture, savoir pourquoi je joue l'open, comment je... donc on a des plans en pré-market, on a des zones de valeur en fonction de où on ouvre. Donc là, par exemple, c'est une ouverture dans la zone de valeur. Et puis ensuite, sur les deux premières lettres, on va regarder, est-ce que je colle deux premières lettres dans la zone de valeur, auquel cas je suis en équilibre, ou est-ce que je crée un déséquilibre sur les deux premières lettres et je sors de cette zone de valeur, d'accord? Et puis, par exemple, ici, ça va être plutôt un cas où on va avoir un open type rejection reverse, et ici, peut-être un open où on aura plus un auction, d'accord? Donc, on va adapter en fonction de tel ou tel type de configuration de marché, un type d'ouverture. Après, on peut aussi avoir une ouverture différente, c'est-à-dire au lieu d'ouvrir dans la zone de valeur, d'accord,
Donc, je redessine. On avait pris un exemple ici. Je peux ouvrir ici. D'accord? Donc, je suis hors zone de valeur, en léger déséquilibre, mais je suis dans le range. D'accord? Et scénario possible, soit je rejette le range, soit j'accepte de re-rentrer dans la value. D'accord? Et là, donc ça s'appelle un range acceptation, d'accord, ou un range rejet. D'accord? Deux scénarios possibles. Soit on rejette le range, donc toujours cette notion de 2 TPO au-dessus du range, d'accord? Alors, je devrais même peut-être faire ça. D'accord? Ou alors, on accepte le range, c'est-à-dire qu'on a une ouverture ici, et puis on a un reverse, et puis on revient dans la value, on met des TPO, et puis du coup, peut-être un range acceptation avec une règle qui sera probablement de retracer le range de la veille, plus ou moins 10%. D'accord? Et ça aussi, c'est un type d'open. Donc, on a plusieurs configurations de marché comme ça, et en fonction de ces configurations de marché et d'ouverture du cash, d'accord, je vais répondre aux questions à la fin, hein, d'accord? Donc, je termine la présentation. Si vous voulez revenir sur des points, j'y répondrai à la fin. Ce sera plus simple, sinon on va pas s'en sortir. Donc, notez vos questions si vous en avez, et puis j'y répondrai à la fin. Donc, en fonction de ça, on va avoir différents types d'open. On peut avoir, donc je les ai classifiés ici. L'open drive étant le plus puissant, on peut avoir un open test drive, un open en rejection reverse, un open auction in the range ou out the range. D'accord? Donc, c'est différents types d'ouverture en fonction de où on ouvre au market profile. Voici un exemple d'un open drive. D'accord? Donc, ici, ce type d'open est très souvent pratiqué quand le prix s'ouvre au-dessus ou en dessous du range de la veille. La caractéristique de cet open est une ouverture qui intervient en extrême. D'accord? Donc, ça veut dire que la première rotation de lettres ici, elle ouvre et puis directement, on a un étirement de l'initial balance et on ne revient jamais sur l'ouverture. D'accord? C'est un open, ce qu'on appelle en extrême. C'est-à-dire que l'open est égal au plus haut ou au plus bas de la journée. D'accord? C'est un open très poussif, une bougie très impulsive et généralement une grosse conviction du marché à l'ouverture. L'espérance de gain est grande et le flux est directionnel. Donc, quand on a ce type d'ouverture, on ne va pas se mettre contre l'open drive. D'accord? On va dans le sens de ce type d'open. Ensuite, on a l'open test drive. Cet open intervient très souvent quand l'open cash ouvre dans le range de la veille et le rejette, ou quand l'open cash intervient au-dessus ou en dessous du range de la veille. Il est caractérisé par une ouverture rapide qui intervient tester un niveau proche. Donc, par exemple, admettons, je reprends mon petit dessin de tout à l'heure, d'accord? Hop, donc open test drive, open dans le range de la veille, d'accord? Donc ça, c'est ma value, et j'ouvre ici, d'accord? On va peut-être tester le niveau de la value pour essayer de rejeter le range, d'accord? Open test, on teste le niveau. Donc, comme son nom l'indique, on teste une zone pour voir s'il y a des velléités vendeuses et pour réintégrer éventuellement la value. Donc, le test peut lâcher, d'accord? Et ce type d'ouverture, comment on le trade? On attend que le test se fasse, d'accord? Et puis, si ça tient, quand on recasse l'ouverture, d'accord, normalement, le marché doit être explosif. D'accord? Donc, généralement, ça ressemble à ce type d'open. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a un A, on vient tester la zone de valeur ici, vous voyez, donc on ouvre dans le range, on teste la zone de valeur précédente, et puis, boum, on casse l'open, et il y a une extension d'IB. Donc, à la cassure de l'open, on peut prendre un trade, stop au-dessus des plus hauts, d'accord? Si on réintègre la zone de valeur, terminé, le plan est mort. D'accord? Cet open intervient très souvent quand l'open cash ouvre dans le range de la veille, je l'ai dit, et le rejette ou quand l'open cash intervient au-dessus ou en dessous du range de la veille. Il est caractérisé par une ouverture rapide qui intervient pour tester un niveau proche, pour vérifier si ce niveau tient, puis se retourne et recasse le point d'ouverture. Cet open est également puissant et directionnel. D'accord ? Si on a un open, alors ces derniers temps, c'est un peu moins vrai, mais généralement, on ne revient pas non plus sur l'open, d'accord, dans ce type d'ouverture. C'est un open qui est puissant. Alors, quand je dis ce type d'ouverture, on parle d'ouverture sur les 2, 3, 4 premières lettres. Ok, on ne parle pas d'ouverture à la 15e lettre. Ok, donc, l'ouverture, c'est A, B, C,
voire D quand on a des auctions. Mais voilà, ça cantonne à ça. Hein. L'open en rejection reverse, ben c'est un open qui ressemble un peu au test drive, sauf que le retracement va être plus profond. D'accord? Donc, en fait, on a une ouverture. Ce type d'open intervient très souvent quand l'ouverture cash ouvre dans la value de la veille et la rejette, ou quand l'ouverture cash intervient dans le range de la veille et l'accepte. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on a une ouverture. D'accord? Et puis, boum, on a une réjection ici d'un niveau avec le reverse. D'accord? Donc, on n'arrive pas à sortir du range et on a une réjection du range et on accepte le range puisqu'on met 2 TPO dans le range. Et donc, réjection and reverse. D'accord? Et très souvent, on a un pullback sur ce type d'open. C'est un open qui ressemble très souvent à ça sur le marché. Donc, on a par exemple un type d'ouverture. D'accord? Donc, on a l'open. On trace l'OPR parce que c'est plus long à se mettre en place. D'accord? Donc, l'OPR, c'est l'open price range des 15 premières minutes. Et puis, on trouve un niveau de réjection. D'accord? Donc, le marché se retourne, recasse l'ouverture, fait un pullback dans l'OPR et repart. D'accord? Open, rejection and reverse. D'accord? Donc, on a une opportunité de trading ici et si on l'a loupé, on a une deuxième opportunité de trading ici quand on revient dans l'OPR. Très souvent. Donc, tout ça, ça va nous permettre de pouvoir faire des plans de trading et de trader l'ouverture du marché. L'open auction, in ou out de range. In the range, cet open intervient quand l'ouverture cash se fait dans la zone de valeur de la veille et il reste pendant au moins 2 rotations de lettres. Signe qu'il accepte la zone de valeur de la veille. Cet open est peu directionnel et à faible potentiel de gain. On reste dans les prix d'hier, donc forcément, est-ce qu'il y a une grosse opportunité du marché? Puisque les prix, c'est comme si je vais au garage automobile, j'ai une Clio qui cote 12 000 euros, je veux l'acheter. La veille, elle cotait 12 000 euros. Est-ce que je vais me précipiter sur la Clio? Non. Le prix n'a pas changé. Donc, le marché est équilibré par rapport aux séances précédentes. Est-ce que j'ai une réelle opportunité? Non. D'accord? Donc, les instits ne sont pas forcément dans le marché et du coup, on reste dans cette zone d'équilibre. Trading, support, résistance possible, peu de volatilité directionnelle et peu d'amplitude de gain à attendre sur le premier cycle de marché. D'accord? Out the range, cet open intervient quand le prix de l'ouverture cash s'ouvre en dehors de la zone de valeur du jour précédente et est négocié dans la fourchette autour de l'ouverture. En d'autres termes, le prix reste au-dessus ou en dessous de la zone de valeur de la veille pendant toute la session de négociation. Ça arrive. Alors, c'est souvent quand on attend un type d'open, d'accord, on est très loin de la zone de valeur. Admettons, il y a un gros gap comme ça. Donc là, c'est la zone de valeur précédente, d'accord. Et puis, je vais volontairement ouvrir ici, donc avec un énorme gap. Est-ce que je vais tenter un test drive? Le marché va peut-être avoir besoin de respirer, de se rassurer. D'accord? Donc, il va peut-être monter, respirer un peu, puis à la fin de la première rotation de l'aide, créer des initiatives. Alors, des initiatives, c'est en fait un rejet du range ou de la zone de valeur. Hein. C'est sur la lettre A et peut-être baisser sur les B. Donc, on va peut-être brouter comme ça, casser, brouter. En fait, on s'attend à un type d'ouverture type probablement test drive, par exemple, sur ce type d'open ou drive ou rejet du déséquilibre. Et puis, on n'a pas ce type d'ouverture attendue, d'accord, par le marché. Et du coup, le marché il va se rassurer en faisant un premier cycle peut-être où on va monter, descendre. Il va étendre l'initial balance, donc on va avoir souvent une initial balance assez large, et puis on va rester là-dedans, accumuler pour à un moment donné casser une zone. D'accord? Très souvent avec une vraie cassure. Donc je vous ai fait une petite synthèse ici des open, d'accord? L'open drive, donc on voit bien l'open directionnel avec un open en extrême, puis l'extension de l'initial balance. Le test drive qui ressemble un petit peu et qui est un open puissant, mais on vient tester une zone, puis le marché part dans l'autre sens.
Le rejection reverse, qui ressemble un peu au test drive, mais le retracement est plus profond, plus prononcé, d'accord? Un test drive, c'est on vient tester un niveau très proche, d'accord? Si le marché il ouvre et vous dites ouais bah je vais faire un test à 150 points, non, c'est pas un test, d'accord? Alors à part sur des marchés comme le Dow où il y a une volatilité énorme, mais faut pas me dire j'attends un test drive sur une zone à 100 points sur le DAX par exemple, ça n'aura pas lieu, d'accord? C'est vraiment, le marché vient se rassurer avec un test très rapide. D'accord? Vous voyez qu'ici, il y a peu de lettres au-dessus de l'open. D'accord? Donc là, j'ai mis volontairement 2 lettres. Il peut y en avoir un peu plus, mais c'est vraiment un niveau qui est proche. Et puis l'open auction, où en fait, le marché n'a pas de directionnel, il n'y a pas de réelle opportunité, et on va casser l'open dans un sens, puis dans un autre, et on va avoir tendance à chaque fois à revenir vers la zone d'ouverture. D'accord? Donc, on peut adapter aussi des stratégies dans ce type d'ouverture, attendre la fin de l'initial balance, peut-être vendre la fin de l'initial balance ou acheter la fin de l'initial balance pour revenir à chaque fois vers l'open, voire vers la zone opposée. Ça peut être une stratégie de trading dans ce type d'ouverture ou alors rester à l'écart du marché parce qu'il y aura moins d'opportunités dans ce type de marché. Ensuite, le market profile va nous donner aussi des formes de journée, d'accord? C'est-à-dire qu'on l'a vu ce qu'était le TPO tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des rotations de lettres qui vont former des formes sur l'écran. Et on a vu qu'il y avait toujours une récurrence qui revenait régulièrement dans ce type de forme. On appelle ça les types de journée. Il y en a 6 au market profile et cette classification se fait par rapport à la forme du TPO. Elle permet également aux traders de déterminer des zones précises d'intervention. C'est-à-dire que on sait que par exemple, admettons, je prends un marché qui est en double distribution, ce qui, on va le voir après, est une forme au TPO. Donc on va faire une première distribution, puis on va étendre le marché et on va faire une deuxième distribution. D'accord? Peut-être que je vais avoir des opportunités de trading ici, peut-être que je vais avoir des opportunités de trading ici. Ici, peut-être je vais acheter pour remonter dans la distribution. Ici, je vais peut-être vendre pour redescendre dans la distribution. Ici, je vais peut-être vendre pour casser la distribution et aller étendre plus loin. Donc, je vais avoir des opportunités de trading. Exemple, une journée en double distribution permettra aux traders de renforcer ou d'ouvrir une position à la base ou au sommet de la distribution. Donc, c'est ce que je viens de vous dessiner à l'instant. Nous allons énoncer et détailler ces types de journées. Petit a, le jour normal ou normal D. Le jour normal est la plupart du temps caractérisé par une entrée précoce des opérateurs, très souvent liée à une publication de nouvelles économiques. Ce qui a pour incidence d'avoir une initial balance assez large. Donc la largeur aussi de l'initial balance, elle peut nous donner des informations. Je vous rappelle que l'initial balance, c'est les deux premières rotations de lettres, A et B. Donc ça arrive assez tôt dans la séance. Les prix s'échangeront de part et d'autre des extrêmes de celle-ci, ce qui donnera la forme d'un D majuscule sur le TPO. On verra des exemples par la suite. Variation normale d'un jour normal ou normal variation of normal day. Cette journée possède une initiale balance large, mais souvent un peu moins large que le normal day. L'initiale balance est cassée généralement tôt dans la séance pour établir la distribution sur l'un des extrêmes. Le TPO du market profile ressemblera à un B minuscule ou un P minuscule. Là aussi, je vous montrerai un exemple sur une slide prochaine de à quoi ressemble un normal day. Un normal variation, pardon. Un jour directionnel. Donc là, l'initial balance est fine, contrairement aux deux premiers exemples. Donc on va avoir une initial balance qui est très fine, réduite. Il est donc important de noter que lorsqu'elle est fine, un flux peut se mettre en place. D'accord? Donc première chose, si vous avez une balance initiale qui est petite, d'accord, elle va facilement être cassée. A contrario, si elle est plutôt large, de ce qu'on voit, on va avoir plus de mal à la casser. D'accord? Donc, ça peut nous donner aussi des informations en termes de trading si on hésite dans des plans à plutôt s'orienter vers ce type de plan ou vers un autre type de plan en fonction aussi de la largeur du type d'initial balance. Ça peut nous donner des informations complémentaires. Donc, en fait, le market profile, ce n'est pas une stratégie, par exemple,
de pullback dans les moyennes mobiles. Ce qui est intéressant, c'est toute cette complexité et toute cette notion. C'est des notions à comprendre qui, comme des pièces de puzzle, qui mis bout à bout, en fait, vont vous aider à comprendre ce qui se passe sur le marché et même à tenir vos plans parce que psychologiquement, vous allez comprendre ce qui se passe dans le marché et pouvoir intervenir de manière à des endroits précis, du coup, et à tenir vos plans de trading, ce qui est important parce que beaucoup de gens, le gros souci psychologique, c'est de tenir son plan, tenir ses trades, tenir son objectif ou au contraire, invalider son scénario. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir des zones précises, des niveaux d'invalidation précis. On va aller chercher des niveaux précis parce que toute cette mouvance de market profile nous donne des objectifs, nous donne, par exemple, dans un range acceptation, on va plutôt tendance à faire un report de range de la veille ou de la semaine si c'est en weekly. D'accord ? Donc tout ça, ça va nous donner des opportunités de trading. Donc, un jour directionnel, initial balance fine, d'accord, profil en forme de L minuscule. Pour identifier un peu plus ce type de journée, je surveille qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, c'est-à-dire 5 ou 6 épaisseurs, 5 ou 6 épaisseurs de TPO sur un prix. D'accord, c'est une journée étirée où on va peu distribuer et c'est une journée directionnelle. D'accord, donc en déséquilibre, avec un marché qui ne stagne pas, un marché poussif, directionnel, avec un flux. Double distribution, donc on l'a vu tout à l'heure, l'initiale balance est fine et le marché est sans conviction et sans tendance en début d'ouverture, puis il crée un déséquilibre en cours de séance de sa distribution par une simple impression de lettres au TPO qui chasse les cours, qui casse un niveau, qui tient toute la séance et qui sert de référence. Donc, par exemple, on sait que ce niveau de simple lettre, il va pouvoir nous servir d'invalidation. D'accord ? Je prends un exemple. Si on sait qu'on va partir en double distribution, d'accord ? Donc, première partie de séance, on accumule, puis on a une élongation. On se dit qu'on commence à construire ici des épaisseurs de lettres et à former donc une deuxième distribution. On sait que si on revient là, d'accord, et notre scénario il n'est pas bon. Puisqu'ici, on doit garder des épaisseurs ici en simple lettres, d'accord, dans une double distribution. Donc on sait précisément sur un niveau de prix où notre scénario est invalidé. Le TPO du market profile aura une forme de B majuscule, on l'a vu, donc une première distribution, une extension de l'initial balance, et puis une deuxième distribution, donc profil en forme de B majuscule. Il s'agit également d'une journée flux. Jour neutre, l'initial balance est de taille moyenne, cela signifie qu'elle est entre un jour directionnel et un jour normal, ce qui veut dire aussi qu'elle n'est ni trop petite, ni trop grande, pour contenir les extrêmes du jour. On assistera donc à une extension du range de part et d'autre de l'IB. Ça veut dire qu'on casse l'initial balance d'un côté, puis de l'autre côté. D'accord ? Et on met en place donc une neutralité puisqu'on casse de part et d'autre l'initial balance. Le jour neutre extrême, la clôture se fait sur un extrême indiquant qu'un camp a gagné. Donc, ce qui va être intéressant, par exemple, dans ce type de journée, donc je vous mets également un exemple ici. Donc là, on a notre initial balance. Et puis, on va revenir comme ça et puis créer de la distribution comme ça, peut-être, et puis avec une part et d'autre. Et puis, on va faire une close ici. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu une bagarre au bid et à l'ask, d'accord, acheteur-vendeur, et que probablement qu'il y a un camp en clôture qui a gagné. Et vous allez voir que dans ce type de journée, la close, elle est importante parce qu'elle va nous donner des informations pour la journée du lendemain. Si on close plutôt baissier, on aura plutôt un plus bas le lendemain. Donc, ça peut nous orienter aussi pour le lendemain, pour une stratégie de trading du lendemain. Un jour non directionnel, d'accord, donc dernier type de journée, l'IB est étroite comme un jour directionnel, cependant, il n'y a jamais d'extension de l'IB. Ce type de journée arrive souvent la veille d'un jour férié ou d'une grosse nouvelle économique. On reste dans l'attente d'une news, il y a peu de volatilité, on attend, le marché est attentiste, pas de directionnel, on reste coincé
dans l'initial balance. Donc là, je vous ai mis une synthèse de la forme des TPO. D'accord? Donc, une situation en jour normal avec une IB large et puis une distribution dans l'initial balance. Donc là, la stratégie de trading, elle est toute trouvée. Ça peut être de vendre le haut de l'IB et d'acheter le bas de l'IB. D'accord? Donc au plus proche du bas des A et au plus proche du haut des A. D'accord? Tant qu'on ne met pas 2 TPO dessus de l'IB, ben, on a bien vu qu'elle n'était pas cassée. Et dans une journée normale, on reste dans l'initial balance qui est large. D'accord? Variation normale. Donc, on a vu profil pareil, un peu moins grand en termes d'initial balance. Et puis, à un moment donné, on casse l'initial balance. Donc, vous voyez 2 TPO sous l'initial balance. Profil en forme de P. Et on vient étendre l'initial balance. Pattern en double distribution. Première distribution, single, deuxième distribution. Donc là, pareil, invalidation, par exemple, des ventes. Si on revient chercher les rotations CE. Et puis, on peut vendre le haut des F, d'accord? Pour redescendre dans la distribution. Stratégie de trading aussi adaptée. On peut aussi vendre la cassure de l'initial balance et l'extension de l'initial balance. Jour directionnel, IB fine, pas d'épaisseur et le marché qui s'étire. Donc là, on est plutôt dans un trading de flux où on va chercher à chaque fois, au moindre petit pullback, à prendre la baisse puisqu'on voit qu'il y a un étirement, il y a peu d'épaisseur de lettres, donc le marché est très directionnel. Jour non directionnel, pattern qui reste dans l'initial balance, IB fine et on reste coincé dans l'IB. Marché attentiste, pattern neutre enfin, type de journée neutre où on casse de part et d'autre l'initial balance et on pourra regarder la clause qui sera intéressante peut-être pour la journée du lendemain pour nous donner des informations par rapport à la journée du lendemain. Donc voilà à peu près les 6 grosses journées, types de journées que vous pouvez retrouver, les formes de TPO qui sont récurrentes au market profile. Représentation graphique en bougie japonaise comparée à un graphique market profile. Donc vous voyez ici par exemple, ça c'est, je vous ai mis un exemple de type de journée ici, d'accord? Et puis ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, on ouvre dans la zone de valeur, vous voyez ici, et puis on revient chercher la VH. On a mis les 2 premières lettres ici au market profile dans la zone de valeur. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir tendance à garder cet équilibre dans un premier temps, d'accord? Et donc on voit ici un super short, on vient rechercher une fois la zone de valeur, haute, boum, ça donne des points, hein, ça, on passe quand même sur... Donc c'était le marché, c'était quoi ce marché? C'était le S&P, visiblement, et on vient chercher donc la zone de valeur, boum, on casse en bas. Non, c'était le dos, pardon. Puisque c'est un trade que j'avais donné en plus. Et l'équivalent en bougie japonaise, vous voyez ici, donc le marché qui ouvre, on vient rechercher la zone de valeur et boum, d'accord? On vient rechercher la zone de valeur et boum, d'accord? Et il y a quand même 1500 points, d'accord? Donc c'est pas rien. Donc là c'est un graphique en monthly, d'accord? Mais c'est une stratégie, comme je vous l'ai dit, qui peut s'appliquer en journalier, en weekly, en monthly. Après, c'est vous par rapport à votre type de trading. Est-ce que vous êtes plutôt trader court terme, trader moyen, long terme? Vous allez vous adapter en fonction de votre psychologie, comment vous êtes à l'aise sur le marché, où sont vos forces, vos faiblesses, etc. D'accord? Voilà un petit peu la présentation du market profile. Maintenant, on va passer un petit peu brièvement sur le footprint parce qu'il y en a tellement à dire qu'on est déjà à 52 minutes de webinaire. Ce qu'on va voir dans cette petite présentation de footprint, c'est la représentation graphique du footprint. Qu'est-ce qu'une barre agressive, qu'est-ce qu'une barre passive? Un glossaire un peu du delta, qu'est-ce qu'on retrouve dans un footprint, d'accord? Et quel est l'intérêt du footprint? Et puis ensuite, je répondrai s'il y a des questions à vos questions. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble le footprint, d'accord? Donc, c'est un graphique où on retrouve des chiffres, d'accord? Alors, ces chiffres, ça représente quoi? D'accord? Eh bien, vous voyez ici, ça, c'est une barre de footprint. Eh bien, on va avoir une représentation des contrats qui sont passés à la vente et des contrats qui sont passés à l'achat, d'accord?
Donc, à droite, on a les acheteurs qui exécutent des contrats à l'achat et à gauche, on a les vendeurs. C'est quoi? Alors moi, je suis plus footprint que carnet. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à voir ici les ordres qui sont réellement exécutés par le marché, plutôt que des ordres qui peuvent être effacés. Alors maintenant, on sait qu'il y a des algorithmes qui posent des ordres. Donc vous avez, pour ceux qui connaissent un peu, des outils comme Bookmap où il y a des ordres limites qui sont posés. Et puis, d'un coup, quand on arrive à 3-4 ticks de la barre de liquidité, ben, elle s'enlève et puis l'algo retire son ordre. A contrario, ici, dans le footprint, c'est des ordres qui sont réellement exécutés dans le marché. D'accord? Donc, ça nous donne une information réelle sur ce qui se passe dans le marché. D'accord? Donc, on a ici des contrats vendeurs, ici des contrats acheteurs, d'accord, qui sont réellement tapés dans le marché, qui sont réellement frappés, qui sont exécutés. Et puis, on retrouve ici des informations de volume, du delta change. Alors, on peut mettre aussi du cumulatif delta, du delta, d'accord, du footprint filter, ce que j'appelle, c'est du delta où on va filtrer les gros opérateurs. L'intérêt du footprint, c'est de timer une position et de gérer son risque. Pour ceux qui me connaissent, vous avez vu qu'on a souvent un timing qui est plutôt bon et où on a des stops très courts, c'est à l'aide du footprint qu'on se positionne. Visiblement, voilà. Qu'est-ce qu'une barre agressive et qu'est-ce qu'une barre passive? Vous allez voir au footprint qu'il y a deux types de barres. D'accord? Vous avez les barres où vous avez des extrêmes, où vous avez des zéros, d'accord, qui sont dites agressives. Et vous avez des barres où vous avez en fait les extrêmes qui sont pas en zéro. Ça veut dire que là, il y a une bagarre encore au bid et à l'asque. Là, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de contrepartie, d'accord, d'un côté. Donc, ça nous donne une information et très souvent, c'est un signal précurseur de retournement, d'accord, parce qu'il n'y a plus de contrepartie et que vous savez, pour qu'il y ait un équilibre dans un marché futur, il faut qu'il y ait du vendeur pour des acheteurs et des acheteurs pour du vendeur. Si d'un côté, on n'a plus de vendeurs, les acheteurs sortent. D'accord. Par exemple, ici, on a un zéro côté vendeur. D'accord. Vous voyez que le marché se retourne. D'accord. Donc, c'est des informations supplémentaires qui nous permettent. Là, par exemple, on a une barre agressive où on n'a plus de contrepartie vendeuse avec une imbalance. C'est intéressant comme signal. D'accord. Puisqu'on n'a plus de contrepartie du côté vendeur. Donc, forcément, soit les acheteurs vont sortir, solder leur position, d'accord, puisqu'il n'y a plus de bagarre, d'accord. Ils ne vont plus être exécutés d'un côté. Donc souvent, quand vous avez sur un niveau de prix des barres qui se cumulent en zéro comme ça, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt pour ce prix du côté du footprint. Glossaire du footprint. Donc, dans un graphique footprint, on peut trouver différents éléments. Quels éléments on retrouve? Alors, bien sûr, il y en a d'autres. Moi, je vous ai pris les principaux. Parce que sinon, on va avoir un tableau, on peut rajouter du cumulatif delta, on peut rajouter d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver du delta. Donc, le delta, c'est les contrats acheteurs moins les contrats vendeurs dans la barre en cours. D'accord? Donc, on l'a vu précédemment. Hop. Donc, le delta, d'accord? Donc, par ici, dans cette barre ici, on voit qu'il y a un delta négatif. D'accord? Donc, ça nous indique que les vendeurs ont la main dans cette barre avec 17 contrats de plus à la vente que les acheteurs. D'accord? Ça va nous donner aussi des informations, par exemple, sur du delta et puis finalement une barre qui ne confirme pas un delta. Donc une divergence, un peu comme la divergence sur des indicateurs techniques, le RSI ou d'autres indicateurs. Et on va avoir, par exemple, là, j'en ai... Non, j'en ai pas. Si, là, par exemple. Bon, là, celle-là, elle n'est pas significative, mais pour l'exemple, je vais vous la donner. Vous voyez ici, par exemple, on a un delta positif. D'accord? Il est de 1. Donc, dans la réalité du marché, on ne prendrait pas cette divergence en compte, d'accord? Parce que le delta n'est pas significatif. Mais admettons qu'on ait un delta ici de 20, puisque c'est le marché du DAX, je crois, en l'occurrence. Ce qui est déjà significatif pour le DAX, parce que c'est un carnet léger. Et on a une barre qui baisserait.
par rapport à la barre précédente. D'accord? On a une divergence. Et bien, vous voyez que sur la barre d'après, on a une augmentation du prix. Le prix monte. D'accord? Parce qu'on a une divergence delta avec le POC qui ne gênait pas. Donc, du coup, derrière, il y a une petite hausse de quelques ticks. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui va nous aider à timer, à gérer notre risque. Parce que, par exemple, si on était acheteur sur la divergence, encore une fois, elle n'est pas significative, mais on aurait pu rentrer sur la barre ici, stop, sous la divergence. Le delta change, donc c'est comme le delta, les contrats acheteurs moins les contrats vendeurs, mais sur la barre en cours et la barre d'avant. D'accord? Donc ça va être intéressant, par exemple. Donc voilà, le delta change. Et ça va être intéressant, par exemple, vous voyez ici, on a 146 de delta dans cette barre, donc une grosse présence d'acheteurs. Et puis là, du coup, moins 163 dans cette barre. Donc là, on est en train de changer de main. D'accord? Il y a un retournement qui est en train de se faire. Et vous voyez que peu de temps après, donc, on a le retournement du flux. D'accord? Avec une imbalance, une belle imbalance ici. Une imbalance, donc c'est une barre qui fait un plus haut avec une présence de vendeurs forte. Donc, ça se lit en diagonale ici. On a 500%. Donc, on avait 6 vendeurs pour un acheteur. Donc, une grosse imbalance vendeuse. Et du coup, le marché qui se retourne, d'accord? Puisqu'on avait un delta change qui passait vendeur ici. Et un signal clair ici, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Puis ensuite, on peut retrouver du footprint filter, d'accord? Le footprint filter, c'est un petit peu ce qui va nous aiguiller sur le positionnement des gros opérateurs, d'accord? Donc moi, je le mets en haut ici, mais vous pouvez le mettre n'importe où. Et là, c'est quand j'ai des gros opérateurs qui rentrent, d'accord? Donc, par exemple, dans cette barre, j'ai eu des opérateurs qui ont rentré 16 contrats, d'accord? Donc, c'est plutôt gros sur le DAX. Je considère qu'un opérateur, comme c'est un carnet léger qui rentre plus de 5-6 contrats sur le DAX, c'est déjà un gros sur le DAX, d'accord? Donc, j'ai l'information où aussi, peut-être, vous voyez ici, par exemple, on a eu du delta positif, d'accord? Et puis des prix qui baissent. Donc ça veut dire que ici, je suis peut-être sur un niveau de prix qui se fait absorber. Après, j'avais un niveau en plus ici, donc c'est intéressant, d'accord, d'avoir ces informations. J'ai du delta positif et malgré tout, les prix ne baissent, ne font pas de plus haut malgré du delta positif, d'accord, avec un delta change qui se retourne. Donc là, on est en train le marché est en train de faire une absorption avec un retournement du flux, donc probablement un retournement du marché au moins temporaire. Ensuite, on a du volume, d'accord? C'est le volume de contrats passés dans la barre en cours, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a du poids ou est-ce qu'au contraire, dans la lecture, et pareil, on peut avoir des divergences sur le volume, d'accord? Des volumes en augmentation et des barres qui font des plus bas. Ou l'inverse, une diminution, une divergence haussière ou baissière. L'intérêt du footprint, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir timer sa position de manière très précise, plus précise que sur des breaks de bougie, d'accord? Et de gérer son risque au mieux, parce qu'on va avoir des stops très courts. Par exemple, sur du carnet lourd type Bund, on peut avoir des stops à 4 ou 5 ticks. Donc, si vous mettez, par exemple, je ne sais pas, 0,5% de risque sur un trade, si vous avez un stop à 4 ticks et si vous avez un stop à 15 points, ce n'est pas la même chose. D'accord? Forcément, en termes de performance à la sortie. Pourquoi fusionner avec le market profile? Le market profile et le volume profile seront utilisés afin de décrypter un cadrage précis des zones de prix et donc de réaliser un plan de trading. Donc le market profile, ça va être, alors on ne va pas trop rentrer dans le détail non plus dans cette présentation, mais ça va être de dresser un peu un contexte du marché avec des zones, des seuils précis, statiques d'intervention. D'accord? Après, on peut rajouter du VWAP qui va avoir des niveaux dynamiques et dans lequel on va recouper les changements de contexte. Et on va avoir peut-être des cassures de seuil statiques, d'accord, parce que le dynamique est en déséquilibre ou inversement. D'accord. Ensuite, le footprint, il va nous timer la position, comme je vous l'ai dit, et nous aider à gérer le risque sur ces zones de prix précises. Donc, il en résulte un cadrage clair avec des zones précises et des niveaux très courts de risque. D'accord? C'est ça l'intérêt de coupler le footprint au market profile.
et au volume profile, puisque le volume profile, c'est un peu la même lecture que le market profile finalement, sauf qu'on va éradiquer l'espace-temps. D'accord ? Dans le market profile, on va avoir un espace-temps qui rentre en ligne de compte, c'est la rotation de l'être, d'accord, de savoir toutes les 30 minutes si on casse ou pas un niveau, alors que dans un volume, c'est le footprint qui va nous dire si on casse le niveau. Est-ce qu'on casse avec une barre agressive ou une barre passive un niveau? Merci. Il y a beaucoup d'intérêt à utiliser les imbalances plutôt que le footprint, volume ou ask bid. Alors, les imbalances, c'est une pattern du footprint, d'accord? Donc il y a Amandine là, qui vous met le code promo si vous souhaitez poursuivre la formation, mais aller plus loin dans ce type d'outils. En fait, l'imbalance, Shadrach, c'est une pattern du footprint, d'accord? Donc, c'est une barre généralement qui fait un plus haut avec une imbalance. Alors après, on la règle à combien on veut, hein, l'imbalance, mais c'est un décalage entre. Donc, dans ce cas-là, ici, on a une imbalance de 500%, c'est-à-dire qu'on a 500% de plus, comment ça se lit en diagonale, d'accord, de vendeurs que d'acheteurs, parce qu'on avait un acheteur pour 6 vendeurs, d'accord? Il faut que l'imbalance, elle fasse un plus haut et qu'elle soit en deuxième ligne. Et que le POC de la bougie ne gêne pas pour prendre une position. En l'occurrence, le POC, c'est le rectangle vert. Ici, il ne gênait pas. Donc, vous voyez, on pouvait prendre une position, stop, au-dessus. D'accord, mais ça, c'est pour timer une position. Après, il y a tout un travail de contexte à faire derrière, mais c'était intéressant, par exemple, de se positionner à l'avant ici, puis on voit que ça a donné quelques points. Question, tu utilises Sierra pour le market profile, que penses-tu market profile, PRT, Futur IB pour commencer? Je pense qu'il n'est pas au point. Donc je n'utilise pas PRT puisque pour moi, ils ne sont pas encore au point sur le market profile. C'est vrai qu'ils ont développé un module. Alors, je ne l'ai pas regardé dernièrement, mais à l'époque, il faudrait que je me réabonne éventuellement au flux market profile pour regarder, mais ce n'était pas encore au point quand j'avais regardé. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ce n'était pas encore au point. Donc je suis obligé de passer par quelque chose pro qui pour moi, répond à mes besoins. Vous pouvez nous rejoindre notre communauté. On a aussi également des services de live trading où je donne mes trades chaque jour. Est-ce que tu utilises encore les graphiques pour tracer les zones? Non, je n'utilise pas les graphiques pour tracer les zones. J'utilise le market profile, le volume profile, le VWAP pour tracer mes zones. C'est bien plus précis que les bougies. Je suis un débutant dans l'utilisation des signaux. Quelle plateforme utiliser pour vos trades? J'utilise PRT et Sierra. Intérêt du réversal. L'intérêt du réversal, en fait, je crois que c'est Marc. En fait, c'est le retracement. Donc, si tu as un réversal de 4 ticks, il y a une nouvelle barre de footprint qui intervient tous les reverse de 4 ticks, en fait. J'utilise Sierra pour analyse mes PRT pour les ordres. Avec IBK, j'utilise les deux. Après, je donne des prix du cash dans mes signaux, puisque beaucoup sont sur le CFD, malheureusement, et sont donc indexés sur, que beaucoup de courtiers CFD sont indexés sur le prix du cash. Un market profile pour Ninja Trader, qu'en penses-tu? Je ne sais pas trop. Je pense que j'ai un abonné, Guigui, qui peut te renseigner là-dessus, puisque je pense qu'il est sur Ninja Trader, il me semble. Je sais qu'ils font du market profile et qu'ils ont même développé un patch pour ajouter des fonctionnalités. Et donc, pour moi, c'est plutôt une plateforme de ce que j'ai entendu qui est plutôt correcte. Après, vraiment, Sierra permet de tout faire. Donc, je ne vais pas vendre Sierra parce que c'est une plateforme qui est compliquée d'utilisation pour moi, mais qui est très complète par contre. Par exemple, des ordres à la baisse et à la hausse en même temps sur différentes unités de temps ou des ordres d'axe d'eau. Alors, moi, ce que je fais, Thierry, ce que je peux faire si j'ai des stratégies de hedging, par exemple, c'est comme sur Futur, tu ne peux pas hedger contrairement au CFD, où tu peux prendre des positions sur un même marché à la vente et à l'achat, tu es obligé de passer sur des contrats différents.
Donc, c'est-à-dire du micro, du mini, du full, du mini. Ou alors, bah, tu sors et tu reprends une position. D'accord. Et c'est vraiment ton changement de contexte qui fait que tu reprends un trade. Voilà. Si je comprends bien, pour le market profile footprint, je peux l'avoir. Non, tu peux pas l'avoir sur PRT. Alors, le market profile, déjà le footprint, c'est sûr, je pense qu'ils le font pas. Et market profile, tu l'as, mais il n'est pas au point pour moi. Mais j'ai pas regardé dernièrement, mais en tout état de cause, à l'époque, il l'était pas. Donc, tu as d'autres plateformes qui proposent Sierra, Jigsaw, des plateformes utilisées par des pros très souvent, qui utilisent donc voilà, Market Profile et CFD cohérent, Market Profile et CFD pas cohérent, mais le CFD a tendance à répliquer le marché, le véritable marché. Donc, j'ai envie de te dire pas cohérent, mais quand même un peu cohérent. C'est-à-dire que le market profile, ça se lit sur des contrats futurs. D'accord. Ça ne sert à rien de lire du market profile sur un courtier qui fait son prix. L'intérêt, c'est de voir ce qui se passe dans le véritable marché. Le véritable marché, c'est le futur. D'accord. Quand il y a des contreparties vendeuses et acheteuses en face. Donc, market profile et CFD cohérent, oui et non. Non, parce que tu peux avoir des informations faussées par le courtier. Et oui, parce que malgré tout, tu auras moins de précision, mais le marché CFD a quand même tendance à répliquer le marché officiel, même s'il y a des excès plus ou moins grands chez certains courtiers, plus ou moins escrocs, plus ou moins réglo. Voilà. Mais maintenant, on fait aussi du marché futur à 1 euro le point, d'accord. Donc du micro-lot, ou même à 50 centimes pour certains actifs, donc qui concurrencent les CFD. Très souvent, vous parlez d'absorption et d'imbalance. Qu'est-ce qu'une imbalance? C'est ça une imbalance. Voilà. D'accord. Donc une imbalance, c'est une imbalance vendeuse, une barre qui fait un plus haut avec des gros contrats vendeurs qui dépassent. Alors, encore une fois, il faut connaître son marché. C'est 500%, par exemple, ici, d'écart entre le vendeur et l'acheteur avec une barre qui fait un plus haut. Et pour que l'imbalance soit valide, il faut qu'elle soit en deuxième ligne. Une imbalance propre, c'est une barre qui fait un plus haut. En deuxième ligne, il y a un POC qui ne doit pas gêner à l'ouverture de la barre suivante. Et il faut attendre la clôture de la barre. D'accord. Une absorption, c'est par exemple quand tu as du delta positif avec une barre qui ne fait pas de plus haut. Donc, je te prends un exemple. Est-ce que j'en ai une ici? Tu vois, par exemple, ici, tu as du delta positif, là, dans cette barre. Donc, tu as les acheteurs qui ont la main et la barre, elle fait un plus bas que la précédente. Donc là, tu as de l'absorption, d'accord, sur le niveau. Et quand c'est répétitif, tu vois qu'ici, on a du delta positif, ici, et les barres et les plus hauts, on n'arrive pas à casser les plus hauts. Donc, on a du delta 162, 75, 86, 30, et puis le marché se fait absorber puisque on n'arrive pas à aller plus haut. Donc, il y a absorption du niveau de prix. Sur PRT Sierra, puis-je mettre le BE aussi rapidement que toi? Sur Sierra, tu peux instantanément, puisque tu peux même le programmer. Dès que tu as un TP touché, tu peux dire BE, BE plus 1, BE plus 2. Sur PRT, oui, si tu es sur, par exemple, un broker type Interactive Broker, ou non si tu es chez IG, parce qu'il faut passer en trading pro, je crois. Il y a une manip à faire. Et il faut leur demander à ce que ton BE, sinon ils te prennent 5-6 ticks, je crois, de 5-6 points de marge. Et du coup, aucune utilisation d'autres indicateurs comme MACD, RSI, stochastique ou autre, juste footprint, market profile. Alors j'utilise Thierry pour ma part, donc un graphique où j'ai des bougies japonaises quand même, d'accord, mais il n'y a rien dessus à part du VWAP comme indicateur. De temps en temps, j'ai un graphique avec des moyennes mobiles long terme pour voir quand j'arrive sur des gros niveaux, type même 200 journalières, des choses comme ça. J'utilise du market profile, du footprint, du volume profile et du VWAP. Qu'appelles-tu le VWAP? Ce que j'appelle le VWAP, c'est le volume weighted average price, c'est-à-dire le volume moyen par prix,
puisque, alors je ne peux pas partir dans un deuxième webinaire sur le VWAP parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais on va dire en gros qu'il y a du trading statique et du trading dynamique. Le trading dynamique, c'est le VWAP, d'accord? Le trading statique, c'est des niveaux qui ne bougent pas, type market profile, type volume profile. Et le trading dynamique, c'est des niveaux qui bougent, qui évoluent. Et les gros opérateurs, très souvent, veulent une garantie d'exécution, d'accord? Parce qu'ils ont du volume à placer dans le marché. Et donc, ils veulent une garantie d'exécution du prix. Et pour avoir cette garantie d'exécution du prix, certains passent par des desks d'exécution. Et les desks d'exécution ne peuvent garantir le prix que sur du VWAP. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a du volume. Sur ces niveaux de prix, qu'il y a du volume. Donc, ils peuvent leur garantir que sur ces niveaux de prix, ils seront exécutés. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder le VWAP parce que beaucoup de gros opérateurs se placent sur le VWAP. Je vous donne un exemple. D'accord? Alors, parfois, c'est légèrement débordé aussi, mais je peux vous donner un exemple. Voilà. Je prends mon graphique VWAP. Donc, ça, c'est le marché du DAX, d'accord, qu'on a vendu. Vous voyez, quand on est arrivé sur SD1, ici, on a eu un changement de contexte, d'accord? On était en déséquilibre, on est repassé en équilibre, on a eu notre pullback, d'accord? Comme je vous dis, et on est venu exécuter des ventes sur SD plus 1 pour retourner sur VWAP et sur SD moins 1. Donc, c'est quand même un trade qui passe de 12 634, grosso modo, à 12 245. Et pour ceux qui sont abonnés avec moi, vous l'avez eu ce trade. On a vendu 12 000 au plus haut. Et on a même renforcé notre position. On a fait plus de 400 points sur le... On est toujours dedans d'ailleurs, sur le trade. Mais tout ça pour dire que tu as des niveaux dynamiques et des niveaux statiques. Ici, on avait un changement de contexte parce qu'on était en déséquilibre sur le trading dynamique et on est repassé en équilibre. D'accord? Et ça, c'est quand même du VWAP monthly. D'accord? Et on est repassé en équilibre. Et tu vois que à la réintégration ici, quand il y a eu le pullback sur SD1, et ben, ça a vendu, c'est revenu sur VWAP, d'accord? Donc ça, c'est le VWAP, retour au juste prix, puis on a cassé le VWAP, pullback du VWAP pour aller au niveau SD-1, d'accord? Donc ça, c'était, par exemple, un plan de trading intéressant en swing qu'on a réalisé quand on est un particulier intégré. Donc, pour répondre à ta question, Julien, le VWAP, c'est des niveaux de prix dynamiques importants qui changent avec le temps où les gros se positionnent. Parce que les desks d'exécution se positionnent sur ces niveaux de prix. Ils sont sûrs de pouvoir garantir le prix à leurs clients. Quand on est un particulier intégré Sierra sans accompagnement, relève du défi, je suis d'accord avec toi. Si on utilise tes signaux et le live, peut-on être réactif et te suivre comme si c'est toi qui passais les ordres ou alors un décalage? Alors Thierry, tu auras toujours un léger décalage, mais si tu viens en salle live, ce décalage, il est réduit parce que très souvent, avant l'ouverture de marché, je dis les plans qui vont m'intéresser. D'accord? Donc, je donne mes plans de trading et les niveaux qui vont m'intéresser d'intervention. Alors, parfois, ça se réalise, parfois, ça ne se réalise pas. Très souvent, quand ça se réalise, c'est plutôt bon, d'accord? Mais tu peux avoir vraiment, allez, tu auras un décalage minime puisque je vais, même quand on va arriver sur une zone, je vais dire attention, cette zone de prix m'intéresse. Donc, si j'ai un signal au footprint, je vais y aller. Et l'intérêt aussi, c'est que tu mets en pratique la théorie. Voilà, pour ceux qui ont suivi la formation, s'ils prennent 2-3 mois de live, forcément, ils ont la mise en pratique et l'explication pédagogique qui va avec. Pourquoi je rentre le trade? Est-ce que j'ai vu de l'absorption? Qu'est-ce que je vois au footprint en temps réel? Est-ce que je vois des niveaux de prix qui se font absorber? Quel est le contexte du marché? Est-ce qu'on est en équilibre, en déséquilibre, etc., etc. J'ai entendu dans tes vidéos que tu utilises l'OPR. Je voulais savoir sur quelle échelle de temps tu l'utilises. L'OPR, c'est les 15 premières minutes du cash. 9h, 9h15 par exemple pour le DAX. 15h30, 15h45, 15h30, 15h45 pardon, pour le marché US. Serait-il possible d'avoir une idée pour le paramétrage de Sierra pour l'application de tes signaux? Alors, si tu es abonné à ma salle live, Bookris, tu peux télécharger gratuitement tous mes réglages. Donc le footprint, alors sachant que j'ai essayé de faire simple, puisque vous voyez, donc il y a les paramétrages
du market profile ici. Donc, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, il y a du market profile journalier. J'en ai tellement maintenant que voilà, market profile journalier ici, d'accord. Ici, j'ai des gros niveaux de prix qui sont travaillés. Donc, vous voyez que c'est des zones où on a eu des confluences de value. Donc là, c'est le marché, il a accumulé dans cette zone. Quand on casse, on va à une autre zone. Ici, on a accumulé. Quand on est cassé, on est revenu chercher. Et le marché, il évolue par zone de volume de prix. Vous voyez que quand on accumule du volume, le marché, il revient. Quand on casse une confluence value comme ça, donc c'est de la value accumulée depuis plusieurs jours. Vous voyez, on crée un déséquilibre, on sort, on pull back la confluence de value ici, et on va chercher l'autre confluence de value. D'accord ? C'est propre, hein, vous voyez les niveaux de prix, c'est précis. D'accord ? Là, par exemple, on a un changement de contexte. On sort de cette confluence de value, d'accord. On a la VH qui est ici, on casse avec 2 rotations de lettres, donc elle est cassée, on rejette, on vient pullbacker, d'accord, le niveau de confluence, vous voyez ici, hein, ça se passe limite au tick près, hein, d'accord. Et boum, derrière, on monte de 300 points. Donc ça. Après, vous avez donc le graphique footprint. Alors, est-ce que je l'ai à l'écran? Je peux vous le montrer. Donc, vous avez ça. Voilà. Ce type d'écran avec du codage, d'accord, sur les divergences. Donc là, quand je vois des divergences, vous voyez, je ne sais plus qui est-ce qui me demandait une divergence tout à l'heure. Tu vois, là, par exemple, typiquement, tu as une divergence. Tu as eu 19 lots, une barre qui fait un plus bas, d'accord, et tu vois le marché, il évolue à la hausse derrière. D'accord, divergence delta. Delta positive, divergence, une barre qui fait un plus bas que la précédente, et boum, derrière, ça pousse. Tu as un autre graphique, tu as le footprint filter. Donc, le footprint filter, c'est ce graphique, je vais te le montrer, où là, j'ai que les gros, je vois un graphique où j'ai que les gros opérateurs qui rentrent, donc ça me gomme le bruit, tu vois. Là, j'ai des gros qui ont rentré 8 contrats, là, il y a de l'absorption, tu vois, par exemple, sur ce prix. Le prix de 12 218, il s'est fait absorber puisqu'on a du delta négatif là et on n'a pas cassé les plus bas. Tu vois, tout de suite derrière le prix qui monte. Avec une belle divergence en plus. Un delta positif, d'accord, sur un gros qui met 8 contrats, une barre qui fait un plus bas, delta divergence. Là c'est magnifique parce qu'on a une divergence delta et un plus bas session. D'accord. Et derrière, boum. D'accord. Et on monte, on passe de 218 sur le prix qui est absorbé. Donc, on va dire qu'on rentre à la cassure du POC de la barre d'absorption. Donc, on rentre ici. On passe de 2,22, tu vois, à 2,60. Donc, ça, c'est avec un risque qui était là, par exemple, ou même sous l'absorption. Hein. Si on casse l'absorption, c'est déjà plus bon. Mais bon, on va dire que sur du carnet léger, on va le mettre sous la divergence. Est-il possible de suivre un market profile avec une autre plateforme que Syrah? Oui, tu peux suivre. Il y a d'autres plateformes, Jigsaw, NinjaTrader, CTrader, je crois qu'ils font aussi. Donc, toutes les plateformes, on va dire un peu pro, te proposent le market profile, hein, puisque c'est vraiment des outils qui sont peu démocratisés en France, mais qui sont très, très utilisés aux États-Unis par les pros. Donc voilà, tu as ça. Après, tu as du graphique VWAP, d'accord. Donc tout ça, c'est ce que j'utilise. Après, tu as du market profile long terme, d'accord. Donc des zones mensuelles, trimestrielles, de l'annuel, d'accord. Est-ce que tu partages ton écran dans les lives? Je partage mon écran market profile dans les lives et je donne tous mes trades. Et pourquoi je les prends, quelle est la pédagogie qui va avec, etc. Donc l'écran que vous voyez, alors après, je change d'écran parfois, mais des fois, je monte le footprint pour montrer quelque chose de pédagogique. Des fois, je monte le market, mais souvent, c'est sur le graphique market profile, puisque c'est là-dessus que je fais mon contexte. Market profile, volume profile. L'IB, tu la calcules à partir de la première heure de marché. Les institutionnels la calculent à partir de 8 heures. Tout le monde n'est pas d'accord sur le calcul de l'IB. J'ai l'impression que tu peux nous en dire plus. Merci. L'IB, je la calcule sur la première heure du marché officiel, donc c'est-à-dire
si le marché ouvre à 1h15 ou 2h15, bah 1h15, 2h15, ou 2h15, 3h15, en fonction du changement d'heure, par exemple, pour le marché Eurex. Et aussi, je la regarde de 8 à 9, de 9 à 10 sur le marché du cash. D'accord ? Après, il est vrai que j'ai aussi un écran, mais je le regarde peu, ou je la regarde de 8 à 9 parce que historiquement, le marché futur ouvrait à 8 heures et que c'est vrai que quand on casse l'IB du 8 heures, 9 heures d'un côté, généralement, on a une extension d'initial balance. Pour le marché Eurex, par exemple. Est-ce qu'il est nécessaire? Alors, ce n'est pas une obligation, mais ça sera toujours mieux parce qu'il y a des termes techniques et que si tu veux comprendre, je ne peux pas repasser toute la formation, même si je pense j'en dis beaucoup. Il faut avoir quand même quelques bases pour comprendre ce dont je parle. D'accord, quand je parle d'un marché équilibré, déséquilibré, si je dis on va faire un test drive et que tu ne sais pas ce que c'est un test drive, voilà, il y a des absorptions, des patterns de footprint. C'est possible. Après, Yacine, moi, j'ai mis du temps à développer mon setup, d'accord, parce que je ne vous cache pas que Syrah est très compliqué comme plateforme, je ne dis pas le contraire, d'accord, mais par contre, on peut tout faire. Et j'ai quand même développé des choses. Il y a du traçage, par exemple, de single print automatisé, il y a tous mes réglages de footprint, il y a les réglages de VWAP, donc c'est des heures et des heures de travail. Donc si je dois changer pour tout refaire, ça me ferait un peu chier, entre guillemets. Peut-on en live te demander des explications? Le but du live, c'est ça. Quand j'ai des questions, j'y réponds aussi. D'accord. Le but, c'est de mettre en pratique la théorie. Avant, je ne l'ouvrais qu'aux gens qui avaient suivi la formation pour limiter les questions. Maintenant, je l'ai ouvert à tout le monde. Est-ce bien, est-ce pas bien, j'en sais rien. Mais voilà. Après, libre à chacun. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, bon, j'explique quand même relativement bien, je pense. Après, c'est sûr c'est mieux d'avoir des bases. PRT, elle est simple, mais elle ne te prose pas. Si c'est juste pour dupliquer du signal, PRT sera plus simple que Sierra. Maintenant, tu ne pourras pas faire en travail si tu veux devenir autonome et apprendre mes méthodes de trading, en sachant que ce n'est pas moi qui ai inventé le market profile, hein, les gars. Je ne fais que répliquer des choses qui fonctionnent aux États-Unis. Tu ne pourras pas le faire, je pense, avec PRT. En matière de fait clip, de parler un peu, et tu en flat tax société. Alors moi, je n'ai pas ce problème, Dylan, puisque je fais de la gestion pour compte de tiers, donc je suis salarié d'une structure, même si je traîne un peu pour moi, et après, je suis en société. Après, ça dépend comment tu t'orientes. Il y a plein de manières de faire. Ça dépend où tu es localisé, ça dépend est-ce que tu traites pour toi, ou pas, où est-ce que tu es localisé géographiquement. Comment tu joues l'IB Globex et Cash? Est-ce que pour la session US et de l'autre côté pour la session Euro? Comment tu joues l'IB Globex? Je ne comprends pas ta question, Shadrach. Précise. L'IB Cash, je la joue à 9h, donc à l'ouverture du marché de 9h Eurex, je regarde où le marché est situé. D'accord. Et après, je fais mon plan, comme je t'ai dit, en fonction de où on ouvre. Est-ce qu'on est en marché équilibré, déséquilibré? Est-ce que j'ai des gros niveaux? Par exemple, si on est déséquilibré mais qu'on a atteint une VWAP trimestrielle, je vais attendre de voir ce que ça va faire. En débutant, penses-tu que je peux comprendre les graphiques en live? Je pense que dans un premier temps, si tu débutes sans faire de formation et que tu viens au live, tu ne vas pas comprendre grand-chose. D'accord? Mais que si tu observes et que surtout tu te donnes du mal, et que tu es aussi
présent, on va dire, de manière récurrente, tu vas progresser, c'est sûr. Et tu vas vite progresser. Donc, voilà, moi je vais pas vous dire que le trading c'est simple, que je trade avec mon téléphone au bord d'une piscine et que je me branle la nouille toute la journée, puisque c'est faux. D'accord. Pour moi, le trading, c'est quelque chose de professionnel. Ça demande un travail préparatoire, de connaître ses niveaux, de voir des confluences de value. Donc, les gens qui vous disent j'investis en bourse et puis au bord de la piscine de mon téléphone, c'est du pipeau, ça.